Bonsoir Christophe Castaner, merci d'être notre invité. Vous êtes le ministre de l'Intérieur, marcheur historique, proche du chef de l'État. Aujourd'hui, vous étiez à Marseille avec Nicole Belloubet, Laurent Nunez, Gérald Darmanin, donc les ministres, plusieurs ministres pour la présentation d'un plan antidrogue. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets, bien sûr, puisque l'immigration est apparue dans le débat, mais aussi, bien sûr, le malaise des policiers, la suite de la crise des Gilets jaunes, les perspectives pour l'année qui vient. Alors, dans l'actualité, ce plan antidrogue, vous avez présenté l'OFSAT, une nouvelle entité qui prendra la succession en 2020 de l'Office central pour la répression du trafic illicite et des stupéfiants. Ma question, elle va être très simple. Pour un Marseillais qui a peur de rentrer chez lui le soir parce que devant sa barre d'immeuble, il y a des dealers 24 heures sur 24, qu'est-ce que ça va changer ? D'abord, permettez-moi, pour quelqu'un qui aime Marseille, de ne pas vouloir réduire cela à Marseille. Parce que la réalité du trafic de drogue, c'est 200 000 personnes à peu près chaque année qui sont mises en cause. C'est 3 milliards d'euros de recettes liées à ce trafic en France. Ce sont 30 tonnes de cannabis qui, chaque mois, rentrent en France. Ce sont 20 000 personnes qui en vivent. Et c'est une réalité à Marseille, mais aussi à Paris, en banlieue, et même dans des petites communes des préfectures, de départements ruraux. C'est une réalité qui a gangréné en profondeur notre société. Et donc, non seulement... Qu'est-ce qui va changer ? Je souhaite que tout change dans la méthode de travail. Je souhaite qu'il n'y ait pas de résignation, que nous soyons dans une logique de combat permanent. Je souhaite, parce que c'est un sujet qui concerne la société au sein d'une famille qui peut être totalement déstructurée, mais qui concerne nos quartiers ou nos villes, on ne soit pas dans une logique de guerre de police. Ce matin, symboliquement, j'étais accompagné de la garde des Sceaux, j'étais accompagné du ministre de l'Action et des Comptes publics et du secrétaire d'État qui travaillait avec moi. C'était pas qu'un symbole, c'était la volonté de montrer que sur ce sujet, on va travailler tous ensemble. Et on a créé l'OFAST. L'OFAST, c'est une méthode de travail. Elle sera, cette structure, il sera dirigé par une policière. Le numéro 2 sera un procureur. Le numéro 3, ce sera un douanier. Oui, et l'idée, c'est que tous les acteurs soient mobilisés. Pour une fois, c'est ce que vous voulez dire. Contrairement au passé, où il y a eu trop de malentendus, trop d'informations qui étaient confisquées par un des services, par la fameuse guerre des polices dont on a souvent entendu parler, qui a souvent été liée au trafic de drogue. Mais vous savez, au fond, l'Octrice, qui est la structure que nous remplaçons aujourd'hui et dont nous changeons totalement en profondeur le mode de fonctionnement, avait 66 ans. Vous imaginez comme le milieu du trafic de drogue a changé en profondeur. Et nous étions sur un objet qui n'était pas adapté, sur des méthodes qui n'étaient pas adaptées. Et donc c'est un changement de méthode, mais ce sont aussi 55 mesures qui vont être mises en place, qui vont permettre de frapper au portefeuille les trafiquants et qui vont permettre d'agir à l'international sur la ressource de la drogue jusqu'à la cage d'escalier pour répondre à cette personne, et c'était le sens de votre question, pour qu'elle puisse demain d'abord nous aider et signaler sur une plateforme où elle pourra garder l'anonymat mais nous donner des informations parce que le renseignement est majeur et qu'ensuite on puisse la protéger et intervenir dans cette cage d'escalier, reconquérir la cage d'escalier. Moi je souhaite qu'il n'y ait pas 1 mètre carré en France, où que ce soit dans les quartiers difficiles ou dans les villes préfectorales que j'évoquais, qui échappe à la République. La République, elle est partout chez elle. Jamais eu autant d'arrestations, jamais eu autant de production quand même de drogue. C'est ça le bilan d'aujourd'hui. Donc on fera le point, on évaluera ce plan et cette nouvelle structure. Vous nous dites dans le fond que ça va changer, qu'il y aura plus ces problèmes par exemple aussi entre les indiques, les livraisons surveillées, concrètement, c'est-à-dire ces importations de drogue qui sont contrôlées par la police pour pouvoir ferrer les patrons des trafiquants. Tout cela a conduit à pas mal de dérapages. Vous nous dites aujourd'hui, avec cette nouvelle structure, vous allez mieux contrôler ces situations ? Je vous dis 2 choses pour répondre à votre question, mais d'abord je vous dis que c'est un programme d'action qui implique de la patience et de la détermination. Je ne suis pas ici et je ne suis pas allé à Marseille pour dire vous allez voir ce que vous allez voir parce que je suis là, tout va changer. Ce serait mentir aux gens et ça n'est pas ma façon de faire. Il faut de la patience. C'est un combat qu'on va mener semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous fixez un objectif dans les 6 mois, vous dites je veux arriver à tel objectif ? D'abord, à côté de ces 55 mesures, il y a des critères d'évaluation. Parce que je pense qu'une politique publique doit être évaluée en permanence. Et donc c'est déjà nouveau, mais c'est une façon de faire. Le président de la République nous y a invités, qu'on puisse évaluer et faire changer un certain nombre de dispositifs. Donc il faut que dans l'année qui vient, on commence à avoir des traces sérieuses. Mais vous savez, nous n'étions pas à Marseille par hasard. Nous étions à Marseille ce matin parce que cette expérimentation d'une approche partagée entre tous les acteurs, elle date
de quelques années déjà. Et elle a marché. Elle a marché à Marseille, elle a marché à Lille. Ça ne suffit pas. Il faut évidemment continuer le combat. Et c'est cette expérimentation que nous allons étendre à toute la France. Et puis vous m'avez posé la question sur les indiques. Il y a eu des affaires liées aux indiques. Je précise qu'il n'y a, dans les affaires dont on parle, jamais eu d'enrichissement, ni des policiers, ni des magistrats d'ailleurs, qui ont été mis en cause. Mais il y avait une zone grise sur comment le policier travaille avec son indique. Et donc comment il le laisse faire une partie de son activité. Et on a vu que dans certaines affaires, ça pouvait être très important et donc très grave. Ça a été encadré dans le cadre de la loi qu'a portée Nicole Belloubet il y a peu de temps devant le Parlement. Et aujourd'hui, y compris quand je fais le choix de mettre un procureur à la tête de l'OFAST, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi pour sécuriser ce dispositif. Nous avons besoin de ce travail de terrain, de ce renseignement, mais cela doit se faire dans la transparence. On va aller au Havre, parce qu'aujourd'hui, il y a une femme qui a été poignardée en public devant ses enfants par son ex-conjoint qu'elle voulait quitter. Et je voudrais qu'on écoute ensemble la réaction d'une militante du collectif Nous Toutes. Elle était chez Olivier Truchot il y a un instant. Le gouvernement, suite à ça, nous annonce qu'il va faire un audit dans les commissariats, etc., voir quelles sont les défaillances. Moi, je me demande combien de femmes vont encore devoir mourir, le visage explosé à coups de pompe. Combien de femmes vont encore devoir être assassinées devant leurs gamins de 2 ans, 4 ans, avant que ce gouvernement admette qu'il y a des défaillances et qu'il passe à l'action. Moi, je trouve dommage que sur un sujet comme cela, on rabaisse le débat comme ça vient d'être fait. Personne ne dit on va se contenter de faire un audit. Oui, je vais faire un audit. En envoyant des enquêteurs dans les commissariats, dans les gendarmeries, en allant entendre 500 femmes qui ont été portées plainte pour voir comment elles ont été reçues. Mais c'est un élément d'un plan d'action global. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque jour, aujourd'hui, il y a 200 femmes en France qui sont accompagnées par des policiers et des gendarmes. Mais il suffit d'un cas horrible, comme celui qu'on a connu au Havre et que vous évoquiez, où la violence, quelquefois, apparaît d'un coup. Un cas sur 2 de femmes qui meurent sous les coups de son conjoint, il n'y avait pas eu de violence précédemment. Et il suffit d'un cas pour se dire qu'il faut changer le système. Donc, je ne veux pas réduire cela à dire ils ne veulent faire qu'un audit. Non. Sous l'autorité du Premier ministre avec Marlène Schiappa, on a arrêté tout un plan de mesures sur tous les champs, du logement d'urgence jusqu'à l'accueil dans les commissariats, jusqu'à la formation dans les commissariats et les gendarmeries. C'est un plan d'action, c'est un Grenelle de la lutte sur lequel nous voulons que tous les acteurs soient mobilisés. Mais c'est assez facile de dénoncer. La réalité, c'est que là encore, si quelqu'un peut vous dire il y a une solution magique pour qu'il n'y ait plus aucune violence au sein du couple... Il y a une formation spécifique, il y a c'est un plan d'action global. Le fait de dédier un certain nombre de policiers des moyens à pour la justice, question. La rapidité d'exécution dans la justice, une carte par exemple qui permet à quelqu'un qui est au commissariat d'identifier immédiatement un lieu où elle peut être accueillie pour être protégée. Ça, ce sont des éléments nouveaux que nous mettons en place. Et donc, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est parfait? Non. Mais c'est trop facile de dénoncer pour dénoncer. Je trouve que ça n'est pas honnête par rapport à la mobilisation qui est la nôtre et surtout par rapport au travail qui est fait chaque jour par les policiers et les gendarmes. Mais il suffit d'une erreur d'appréciation, une seule, pour qu'une femme puisse en mourir. C'est très grave. Donc on met en place vous avez raison, et on met en place des outils. Par exemple, j'ai proposé d'élaborer avec les associations qui veulent travailler avec nous une grille d'évaluation du danger. De sorte que quand le policier recevra une femme qui indique avoir été victime de violence, on lui pose les bonnes questions. Je vous en prends qu'un exemple. Est-ce que dans votre domicile, il y a une arme? Parce que monsieur est chasseur ou tireur sportif. Si la réponse est oui, c'est un premier niveau de warning. Est-ce qu'il y a déjà eu des violences dans le couple? Si la réponse est oui, c'est un deuxième niveau de warning. Et donc c'est cela. On fait une grille d'évaluation du danger pour l'accueil, pour le dépôt de plainte, pour l'instruction, de sorte qu'on soit plus efficace. Mais je pense que c'est un sujet qui implique du sérieux. Le sérieux, c'est celui que nous faisons, que nous conduisons sous l'autorité du Premier ministre. Et je pense que jamais un gouvernement s'est autant mobilisé sur ce sujet. Les chiffres de cette année ne sont pas bons. Ils sont très mauvais. On est à 105 femmes assassinées aujourd'hui. Mais je ne veux pas réduire à la question comptable. D'abord, je ne retiens pas ces 105 chiffres parce que moi, seule la justice donne des chiffres, pas un compte Twitter. C'est quand même important de préciser ça. Et si je regarde les chiffres jusqu'à l'année dernière, depuis 10 ans, ils n'ont cessé de baisser. Nous étions à 161 femmes qui ont été victimes sous les coups d'un conjoint en 2012. Nous étions à 131 femmes il y a 2 ans. Nous étions à 120 femmes l'année dernière. C'est 120 femmes de trop. Mais là encore, sachons garder raison et mettons-nous autour d'une table plutôt que de dénoncer. Voilà, je sens que le ministre de l'Intérieur est très à cran quand même sur ces questions. Vous le prenez, mais parce que c'est essentiel, parce que c'est insupportable, parce que j'ai mon vécu personnel, Ruth El-Krief, sur la violence faite aux femmes, et que j'ai vu cela, enfant, et que je n'accepte pas
qu'on mette en cause ces policiers, ces gendarmes, qui, je vous promets, au quotidien, sont totalement engagés, sont totalement dévoués. Mais en même temps, je n'accepte pas qu'ils commettent une erreur. Et s'il y a une erreur, il faut réparer cette erreur. Il faut changer de méthode d'organisation. Vous l'avez vécu et donc vous avez une sensibilité J'ai une sensibilité personnelle parce qu'effectivement, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette violence-là. Et je sais qu'elle est insupportable, qu'elle n'est pas la part d'humanité que nous devrions avoir entre nous. Et donc, je suis totalement engagé sur ces sujets. Mais mon sort importe peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des magistrats, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des associations, il y a des élus locaux qui font un travail extraordinaire. Il ne suffit pas. Progressons encore. Vous savez, j'étais maire d'une petite commune dans les Alpes-de-Haute-Provence, Fort-Quelquier. Le premier projet que j'ai porté dans ma commune, c'était une maison de la solidarité avec un appartement dédié pour accueillir des femmes violentées. Nous étions dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le Luberon, dans une commune de 5000 habitants. Et cette violence, elle existait aussi. Le sujet abordé lors de la réunion des parlementaires autour du président de la République hier a surpris. Enfin, on avait eu des informations, mais on a des phrases d'Emmanuel Macron. La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec l'immigration, ils ne la croisent pas, les classes populaires vivent avec. C'est drôle parce que moi je me souviens d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle, pendant qu'il était ministre de l'économie avant, qui critiquait un Manuel Valls Premier ministre, un François Hollande président, d'autres personnes qui s'étaient emparées de cette question de l'immigration et qui disaient la gauche doit aussi, à l'époque, la gauche doit s'occuper de ces questions-là. Lui disait l'immigration est d'abord une chance et une opportunité et il ne faut pas en parler de cette façon. Il a eu une forme de révélation depuis qu'il est à l'Élysée ? Non, pour moi, il n'y a aucune contradiction entre assumant un fait qui est réel. Ceux qui sont confrontés à la difficulté, à la misère, à l'insécurité et qui sont confrontés à toutes ces difficultés ne sont pas les plus riches qui vivent dans les quartiers ou les communes les plus riches. Ce sont ceux qui sont dans les quartiers où effectivement ils sont confrontés à toutes ces difficultés. Vous savez, moi j'ai toujours considéré que les sujets de sécurité dont je m'occupe étaient un sujet qui portait principalement sur les classes sociales les plus défavorisées parce que, et je ne vais pas caricaturer, mais les riches habitent dans des quartiers, dans des lotissements qui sont avec un certain niveau de sécurité, quand les plus pauvres vont dans des quartiers où il y a cette double peine, l'endroit où ils vivent, et des violences urbaines, des violences quotidiennes. Ça existait aussi avant la campagne présidentielle et ça existe toujours aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je ne vois rien de contradictoire entre le fait de considérer que ceux qui disent il n'y a pas de problème aujourd'hui en France lié à l'insécurité ou lié à l'immigration, et je ne lis pas les deux, se trompent. Et qu'effectivement, ils vivent dans un espace qui n'est pas confronté à cette réalité-là. C'est ce que dit le président de la République. Mais j'ai le souvenir aussi d'un Emmanuel Macron qui, à Montpellier, lors de la deuxième réunion du rendu de la Grande Marche que nous avions fait, on n'était pas nombreux à l'époque, mais j'y étais. À Montpellier, le candidat président de la République, à l'époque, a dit deux choses. Sur l'asile, il nous faut être plus généreux, plus ambitieux, plus exigeants et favoriser un modèle d'intégration. C'est ce que nous faisons. Moi, j'ai l'honneur d'être un ministre de l'Intérieur qui, depuis qu'il est en responsabilité, est celui du premier pays en Europe qui a accueilli des migrants sauvés en mer. Nous sommes les premiers aujourd'hui. Oui, mais et donc, je n'ai pas de leçon. Vous êtes aussi un ministre qui a fait voter, pas vous, c'était Gérard Collomb, mais enfin, qui a fait voter une loi asile-immigration qui date d'1 an. Et donc, 1 an après, on a un président qui vient et qui dit « En fait, ça ne va pas du tout, il faut s'en occuper, on n'est pas bon. » En l'occurrence, il le dit, hein, c'est lui qui le dit. Les flux d'entrée n'ont jamais été aussi bas en Europe, les demandes d'asile jamais aussi hautes en France. Donc il y a un problème. Mais c'est une réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On n'en parle pas ? Non mais très bien, on en parle. Mais ça veut dire que ce qui a été fait n'est pas suffisant. Donc qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que c'est cela que ça veut dire. Le constat est simple et c'est le deuxième volet du propos du candidat président de la République à Montpellier. Oui, pour une intégration plus forte et un accueil des réfugiés. Non. Pour une migration économique, une migration qui n'est pas légale en France, qui n'a pas vocation à rester en France. Donc il y a une loi qui est rentrée en vigueur il y a quelques mois seulement, c'était en janvier, qui monte en puissance avec d'assez bons résultats, mais qui ne suffisent pas. Surtout qu'on a un paradoxe. On a un paradoxe aujourd'hui où vous avez moins d'entrées en Europe de demandeurs d'asile. Oui. C'est en très forte baisse en Europe et ça augmente en France. Pourquoi ? Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce paradoxe ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont déboutés dans les autres pays européens et qu'ils arrivent en France et qu'ils sont attirés par un modèle français qui n'est pas très bien organisé, qui apparemment contrôle très difficilement les flux, où vous n'arrivez pas à les faire sortir lorsqu'il y a une décision d'exécution d'expulsion. C'est une des raisons. Vous évoquez ce qu'on appelle les pays de rebond. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un originaire d'Afghanistan, en moyenne,
a déjà été déposé son dossier dans 1,9 pays, donc presque 2, avant d'arriver en France. Parce qu'effectivement, il a le sentiment qu'en France, il aura plus de chances d'avoir son statut de réfugié. Alors je pense que la protection qu'on lui doit, elle est évaluée normalement de la même façon en Allemagne qu'en France. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Donc ça doit nous interroger. Il faut assumer de poser cette question-là. Et puis ensuite, il y a d'autres phénomènes qui font qu'on peut venir en France et qui sont liés à la durée. L'année dernière, en moyenne, pour un ressortissant géorgien, et la Géorgie est un pays sûr, où on vit plutôt bien, où le service hospitalier est plutôt développé. On a aujourd'hui des gens qui prennent des avions de type low cost et qui atterrissent à Beauvais, à Lyon ou à Bordeaux depuis quelques jours. Et qui viennent en France et qui demandent le statut de réfugié. L'année dernière, on mettait en moyenne 441 jours pour leur dire « Écoutez, non, finalement, ne restez pas, parce que dans 95% des cas, ils n'avaient pas le statut de réfugié. Oui, ça montre un dysfonctionnement que nous devons changer. Il reste, malgré un refus, malgré 95% des cas, ils sont effectivement, leur demande d'asile est refusée, et pourtant ils restent. On n'arrive pas à Alors d'abord, nous progressons. D'abord, nous progressons très fortement sur les retours, et en particulier avec la Géorgie. Je me suis rendu en Géorgie il y a quelques mois, et depuis, en lien avec la présidente, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, on a mis en place un dispositif qui est beaucoup plus efficace. Et on a diminué de 40% à peu près les flux de Géorgie vers la France, et on a très fortement amélioré notre retour. Mais l'anomalie, elle est où? C'est que quand quelqu'un vient en France avec son conjoint, avec 2 enfants, que les enfants sont scolarisés, qu'ils vivent en France et qu'ils s'intègrent, il n'est pas normal qu'on attende 441 jours pour leur dire « Écoutez, ne restez pas, rentrez chez vous ». Y compris parce que si je fais ça, il y aura des parents d'élèves qui vont dire « Mais c'est pas bien, les enfants, etc. » Et je pense que vous pourriez le reprendre sur BFM. Donc aujourd'hui, il nous faut travailler sur cette question des délais. Nous avons inversé le process. Précédemment, apparemment, il y a encore beaucoup trop de procédures, il y a beaucoup de recours qui sont systématiquement utilisés, qui font que toutes ces procédures sont retardées. Mais vous l'avez dit, en fait, des recours systématiquement utilisés, ça montre bien qu'il y a un détournement de procédure. Soit on doit être protégé parce qu'on vient d'un pays en guerre et on demande la protection. Et nous devons, sur ce sujet, être plus audacieux, plus ambitieux, plus solidaires des autres pays européens. Le président de la République sera demain en Italie et nous faisons montre de notre solidarité quand on accueille une part importante des réfugiés qui sont sur les bateaux et qui débarquent en Italie. Mais en même temps, nous devons être plus rapides, plus efficaces. Alors concrètement, il y a un débat la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Quelles mesures concrètes vous allez annoncer? Aucune. Aucune, et c'est volontaire. C'est parce que je souhaite qu'on ait le débat le plus apaisé possible sur ce sujet, pour éviter que tous disent tout et n'importe quoi. Qu'on puisse regarder la réalité de ce qu'est l'immigration, y compris la force de l'immigration. Et je pense que c'était quelque chose d'important, et le président de la République l'a rappelé hier devant les parlementaires de la majorité. La France est un pays et une terre d'immigration. Et elle l'a toujours été, il n'est pas question de remettre cela en cause. Mais l'idée, c'est qu'on puisse regarder à plat tout ce qui se passe. Au niveau mondial, Jean-Yves Le Drian sera présent. Il n'y aura pas de réforme de l'aide médicale d'État, dont beaucoup on a entendu, il faudrait la réduire. Stanislas Guerini, hier Julien Denormandie disant il y a du tourisme médical. Stanislas Guerini disant il y a des choses qui sont remboursées à tort au nom de la fameuse aide médicale d'État. Là-dessus, vous me dites, il n'y aura pas de restriction de l'aide médicale d'État? Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet de ce débat... Mais vous savez, je vais vous répondre d'abord, il y a 3 types d'aides. L'aide médicale d'État, ce n'est pas celle qui s'applique à ceux qui nous demandent le statut et la protection de réfugiés. Non, c'est la Donc vous voyez, on a cette capacité, ou la CMUC, qui donne des droits supplémentaires à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est seulement pour les étrangers en situation irrégulière. Donc vous voyez, on est nombreux, et je me mets dans l'eau, à faire des confusions entre les soins d'urgence, la CMU dans certains cas, l'AME dans l'autre, et la CMUC pour les demandeurs d'asile. Et donc je pense qu'il faut poser cela sur la table, essayer d'éviter d'hystériser le débat, essayer de s'emballer sur un certain nombre de choses et prendre le temps de réfléchir ensemble. Sur la question des réfugiés de Dublin, la gestion européenne est très complexe. Je souhaite qu'on puisse en parler. Et ensuite, on décide ce qu'on doit changer. Et donc, après ces débats... C'est une décision politique de mettre cette question un peu... il y a une rentrée sociale sur les retraites, il y a une rentrée, c'était le G7, et puis tout d'un coup, le président met cela aussi à l'agenda de façon forte, de façon
appuyé. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est une façon de dire, en fait, pour préparer les prochaines élections, que ce soit les municipales mais aussi les présidentielles, il faut qu'on parle à cet électorat qui n'est pas bourgeois, puisque c'est l'allusion qu'il a faite. Est-ce qu'il veut envoyer des signaux à une partie de son électorat qui est plutôt à droite et qui sera ainsi rassuré? Quelle est la signification politique? Mais est-ce que vous pensez qu'en France, le sujet de l'immigration est un sujet de discussion? Moi, je pense que oui. Vous voulez donner une lecture d'interprétation politique sur des conséquences électorales qu'aurait le fait qu'il y a quelques mois, il a annoncé que le débat aurait lieu au mois de septembre. Ça n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un sujet de société sur la question migratoire et qu'il est important que le Parlement, l'Assemblée et le Sénat puissent en parler. Il est important que le ministre de l'Intérieur vienne rendre des comptes. Tout à l'heure, vous m'interrogez sur la loi Asile et Immigration. Eh bien, je vais rendre des comptes devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat sur cette loi que je n'ai pas portée, mais que je défends et dont je dois montrer comment elle a marché, là où ça n'a pas marché, quelles sont ses limites. C'est aussi ça la volonté. Donc vous Alors ne cherchez pas des réformes ou des modifications de cette loi? Moi, je ne suis pas partisan de penser qu'il faut faire des lois tous les ans. Donc, mettons en place les outils que nous avons, améliorons un certain nombre de choses. Mais ce débat, il n'est pas nouveau. Vous savez, je suis en fonction depuis le mois d'octobre. Le 22 octobre, j'ai fait ma première grande interview comme ministre de l'Intérieur. J'ai posé la question migratoire et la question de la fermeté face à ceux qui n'ont pas vocation à rester en France. C'était le 22 octobre de l'année dernière. Ne pensez pas que le président de la République, qui avait abordé ce sujet, je vous l'ai dit, à Montpellier pendant la campagne, puis dès 2017, à Orléans, devant tous les préfets de France, a découvert ce sujet. C'est un sujet qui nous préoccupe depuis le début du quinquennat. Alors, il y a des amis à vous, dans votre majorité, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Ils considèrent que c'est une forme d'hystérisation du débat et qu'ils commencent à s'inquiéter. On va écouter un député, Jean-François Césarini, qui a déposé qui a fait signer une pétition. Nous, au sein de la majorité, il faut qu'on arrive à travailler pour pas justement qu'il y ait une dérive du discours présidentiel, ou en tout cas qu'il soit vu comme un discours, post-sarkozyste ou pré-Front National. Le débat, il n'est pas fait simplement entre le groupe En Marche et les autres groupes de l'Assemblée, il est fait aussi en interne chez nous. On a publié des tribunes, vous les avez vues, justement pour montrer qu'il y a pour nous aussi des lignes rouges. Les lignes rouges, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une forme de discorde, de rupture à l'intérieur de votre majorité sur ces questions? Il est normal que dans une majorité, il y ait des discussions, qu'il y ait des perceptions différentes, qu'il y ait des vécus différents. Si Jean-François Césarini considère que dans le Vaucluse et à Avignon, où il est élu, le sujet migratoire n'est pas un sujet de discussion... Je vous sens ironique. Non. Mais attendez, je viens du Parti Socialiste et j'ai vécu ces débats-là. Et pendant très longtemps, on ne les a pas regardés de face. Pas tous. Et Certains l'ont déposé et un certain nombre d'autres socialistes ont critiqué le fait d'avoir posé ces questions. Bien sûr, mais je suis de cette région où le Front National, au premier tour de l'élection régionale, où j'étais candidat, a fait 42%. Et je crois que dans le Vaucluse, où est élu Jean-François Césarini, le Front National a élu Marion Maréchal Le Pen et a donné les plus hauts scores de France dans son département. Et souvent en surfant sur des mensonges liés à l'immigration. Donc moi, je crois qu'il faut parler de ces sujets et on peut parfaitement avoir des désaccords d'approche. Moi, j'ai lu la tribune de Jean-François Césarini qui parle d'intégration, qui parle de territoire et je le rejoins totalement sur ces sujets. Marine Le Pen aussi, elle a réagi. On va l'écouter, elle était chez Jean-Jacques Bourdin et pour elle, il n'y a pas de doute. Emmanuel Macron est parti en campagne présidentielle. Bien sûr que la confrontation se fera entre un mondialiste et un national, entre deux visions qui sont effectivement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais peut-être, à partir du moment où le président de la République se lance dans la campagne présidentielle, je ne vais pas le laisser courir tout seul, d'accord ? Bon, donc je me mets également sur la ligne de départ, exactement. Mais il est entré en campagne au bénéfice du grand débat. Il recommence là à vouloir organiser des débats pour être dans la campagne en réalité des municipales. Mais on voit bien que en filigrane, c'est la campagne des présidentielles. C'est vrai ? Non. Mais Mme Le Pen nous explique qu'il est rentré en campagne. Est-ce que vous avez eu un moment dans la carrière politique de Marine Le Pen où elle n'était pas elle-même en campagne? Elle est en campagne constamment. Mais moi, j'ai un peu de mémoire aussi. Et le président, est-ce qu'il pense à la présidentielle? Et est-ce que quand il s'occupe de ces questions-là, il se dit il faut que dans mon logiciel et dans mon prochain discours présidentiel, dans une campagne possible, cette question régalienne, cette question de l'immigration, ces questions-là, elles doivent être présentes. C'est aussi penser à la présidentielle. Mais d'abord, il pense que les Français sont préoccupés par la situation régalienne. Il pense que les Français sont préoccupés par la sécurité du quotidien. Il pense que les Français s'intéressent aux questions migratoires. Et donc,
c'est pas parce qu'il y a une élection présidentielle dans un peu plus que la moitié du mandat dans lequel nous sommes. On n'a pas encore totalement basculé l'hémistiche, comme on dit. On n'est pas tout à fait passé dans le deuxième parti. Et vous êtes déjà en train de me renvoyer sur la fin. Alors que Mme Le Pen, qui est en campagne permanente, l'évoque, c'est son problème. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour accompagner les attentes des Français. Et moi, je suis intimement convaincu que les Français se préoccupent des questions de sécurité, qui se préoccupent des questions de justice, qui se préoccupent aussi des questions d'immigration. La fonction dite régalienne, elle est majeure dans le quotidien des Français. Est-ce que vous êtes inquiet sur le prochain week-end avec les Gilets jaunes? Ce sont les journées du patrimoine. Est-ce que vous avez le sentiment que, y compris peut-être une hausse de l'essence, pourrait raviver ce mouvement? D'abord, je suis inquiet contre les mouvements sociaux violents. Ce que j'ai vu à Nantes la semaine dernière n'était pas une manifestation de gilets jaunes. J'ai vu que des gens habillés en noir, des Black Blocs. C'est cela la réalité. J'ai vu des gens qui, dès 14 h, ont immédiatement tenté d'agresser les forces de l'ordre qui étaient présentes pour protéger les commerces et pour protéger la ville de Nantes. C'est ça que j'ai vu. Donc oui, j'ai toujours cette inquiétude que le week-end prochain, ils ont appelé les Black Blocs à se mobiliser sur Paris. On puisse avoir des désordres. Nous mettrons en place un système de sécurité pour protéger les Parisiens, pour protéger les commerces. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes de l'Inspection générale de la police nationale sur des violences policières. 142 qui ont été envoyés au parquet. Est-ce qu'il y a déjà des résultats concrets? Je vous ai déjà posé cette question il y a quelque temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des poursuites? Non, les enquêtes se poursuivent. Mais comment voulez-vous rendre la confiance à des Français qui manifestaient, qui ont dénoncé des violences policières, si, à un moment donné, il n'y a pas une enquête qui s'est achevée et qu'il y a un résultat? Elle s'achèvera, mais pourquoi vous voudriez qu'il y ait une justice expéditive pour des actes qui sont reprochés à des policiers par rapport au droit commun? En France, on sait qu'en moyenne, l'instruction, c'est 2 ans, 2 ans et demi d'instruction. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les policiers doivent être contrôlés, évalués, jugés et sanctionnés s'il y a faute, comme les Français. Et en plus, ils ont une exemplarité nécessaire. Et vous savez très bien que, contrairement à beaucoup d'autres professions, s'ils ont des comportements, y compris dans leur vie privée, on parlait des violences familiales tout à l'heure, s'ils ont ce type de comportement dans leur vie privée, ils sont sanctionnés au niveau de leur vie professionnelle. Je ne connais pas beaucoup de professions qui sont aussi contrôlées que celles de policiers. Mais ce que je sais, c'est qu'au quotidien, on n'est pas dans un schéma de tension et les policiers sont présents, comme les gendarmes, pour apporter la sécurité et l'apaisement d'une situation. Mais ils ont vécu 55 000 manifestations dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, qui très souvent étaient d'une grande violence. Ils ont protégé, ils ont fait en sorte que la République tienne. Ne négligez pas cela. Et s'il y a des gestes qui ne sont pas acceptables... qui va se réexprimer le 2 octobre, il y aura une journée d'action. Ne vous inquiétez pas au sens où vous avez le sentiment d'avoir répondu à ce malaise suffisamment? Bien sûr qu'il m'inquiète. Le malaise des policiers, et il est réel, y compris du fait de la mise en cause quasi permanente dans les médias du travail des policiers. Et si je pense que quand il y a un blessé, qu'il est un gilet jaune... Il y a aussi la reconnaissance dans les médias de leur travail. Moi, je trouve assez peu. Mais peut-être que je suis mal placé, mais je vous donne mon opinion personnelle. Ce que je sais, c'est qu'un blessé, qu'il est un gilet jaune ou qu'il est un képi bleu, c'est toujours un blessé de trop. Et donc, ils ont besoin aussi d'être protégés dans l'exercice de ce qu'ils ont fait. Ensuite, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Vous savez, un policier aujourd'hui, il a en moyenne un week-end tous les 6 week-ends pour avoir une vie privée avec sa famille. Nous sommes en train de transformer les cycles horaires. On met en place une expérimentation à partir du 1er octobre qui a fait l'objet d'un vote à l'unanimité de toutes les organisations syndicales concernées et qui nous permettra de leur proposer, sans diminuer la présence policière dans la rue pour la sécurité des Français, un week-end de 3 jours tous les 2 week-ends. Ça fait partie des mesures que nous avons prises. J'ai mis en place, en plus, dès ma prise de fonction, un plan de mobilisation globale sur la lutte contre les suicides, parce qu'ils sont trop importants, ils sont toujours trop importants dans la police et dans la gendarmerie, aussi chez les sapeurs-pompiers d'ailleurs, où on est sur des taux anormaux. Il nous faut là-dessus être à leur côté. Est-ce que vous croyez qu'ils manifestent sur la réforme des retraites? Parce que ils ont un régime particulier et qui peut être modifié. Est-ce qu'ils se manifesteront? C'est aussi un sujet d'inquiétude. Vous savez qu'ils ont, oui, un régime particulier qui fait que pour 5 années travaillées, ils ont une année de bonification. Et c'est normal compte tenu de la difficulté, de la dangerosité de la mission qu'ils font. Et donc, par rapport au régime et aux discussions qui sont en cours, par rapport à ce régime général qui s'appliquera à tous, ils ont des inquiétudes.
Ce que je peux vous dire et ce que je veux leur dire, c'est que moi je défendrai jusqu'au bout la spécificité du statut des policiers et du statut des gendarmes pour qu'on reconnaisse ces spécificités et qu'on préserve leur droit à un départ à la retraite plus tôt. Donc vous tenterez de préserver au maximum leurs droits d'aujourd'hui. Je me mobiliserai totalement pour préserver cela parce qu'un policier a beaucoup de mal à 62, 63, 64 ans d'être sur le terrain avec la même efficacité après 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière dont elle est de plus en plus difficile. La violence qui monte dans la société, ils en sont trop souvent les premières victimes. Très rapidement, j'ai 2 ou 3 questions très très rapides. Il y aura une manifestation contre la PMA le 6 octobre. Est-ce que vous avez une idée de la mobilisation ? Aucune. Aucune, mais ce que je note, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mobilisations qu'on a connues à l'époque contre le mariage pour tous. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il est victime d'un procès politique. Ça commencera demain, après-demain. Il y a des policiers qui se sont portés partie civile. Il est accusé de rébellion et de réaction donc, trop violente par rapport pendant la perquisition qui a eu lieu dans ses locaux. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ? Je crois que les hommes politiques ont un devoir d'exemplarité, pas de victimisation. Et laisser croire que nous serions dans une dictature où il y aurait des procès politiques, surtout quand on sait ce qui s'est passé, parce que je crois que beaucoup de Français ont vu les images de la violente colère de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y avait une enquête judiciaire sous l'autorité de la justice qui se déroulait dans des conditions normales. Je crois qu'il a un peu oublié la dimension de l'exemplarité. Alors il veut jouer les victimes, libre à lui. Est-ce qu'il faut accorder le droit d'asile à Edward Snowden ? Nathalie Loiseau dit oui, Nicole Belloubet n'est pas contre. Écoutez, s'il dépose son dossier, il sera examiné comme tout demandeur d'asile. En 2013, il avait déjà déposé. Le gouvernement de l'époque n'avait pas pris position et l'OFPRA, l'équivalent de la structure qui donne l'asile, ne le lui avait pas accordé. S'il fait une demande en France et si le dossier est déposé, il sera bien évidemment étudié par l'OFPRA en toute indépendance. Merci beaucoup. Merci Christophe Castaner d'être venu sur notre plateau dans un instant. Face à Duhamel, on reparle de l'immigration. Est-ce que c'est un tournant que cherche Emmanuel Macron ? Aurélie Filippetti est avec nous.